En cet automne 2024, la colère des agriculteurs fait encore la une de l'actualité. Au début de l'année déjà, les agriculteurs étaient massivement sortis dans les rues, en Europe et en Wallonie, pour faire part de leur détresse. En cause, la hausse des prix des carburants, la hausse des diverses charges auxquelles les agriculteurs sont soumis, la hausse de la bureaucratie, alors que le prix de vente de leurs produits, lui, stagne depuis de nombreuses années. À cette détresse s'ajoute désormais la fièvre catarrhale, également appelée FCO ou maladie de la langue bleue. Qu'est-ce que cette maladie? Pourquoi porte-t-elle ce nom et pourquoi inquiète-t-elle autant les autorités sanitaires et les éleveurs? On vous dévoile tout dans cette vidéo. L'AFSCA dénombre en Belgique 83 foyers où la fièvre catarrhale ovine a été constatée. 1 millier de foyers sont désormais présents en Belgique. 2300 foyers détectés, essentiellement chez les ovins et les bovins. Il y a au jour d'aujourd'hui un peu plus de 3500 foyers de fièvre catarrhale ovine en Wallonie. C'est à peu près la moitié de tous les cheptels, mais nous, on est certain que tout le monde est touché de près ou de loin. Depuis cet été, un petit moucheron piqueur sème la zizanie dans nos campagnes wallonnes, principalement auprès de nos éleveurs de moutons. La fièvre catarrhale, c'est une maladie virale qui affecte principalement les ovins, mais également d'autres ruminants comme les vaches ou les chèvres. Elle ne se transmet pas directement entre animaux, mais par la piqûre d'un petit insecte appelé le moucheron culicoïde. Un peu comme un moustique qui transmet le paludisme chez l'être humain, ces moucherons culicoïdes passent le virus d'un animal à l'autre, piqûre après piqûre. En l'espace de quelques mois, c'est un peu plus de 10% de la population ovine qui a été décimée en Wallonie. Avec l'arrivée de l'hiver, la propagation de l'épidémie ralentit, mais les dégâts sont déjà très importants pour les éleveurs. La fièvre catarrhale n'est pas une maladie nouvelle, elle est présente depuis longtemps en Europe, mais ces dernières années elle a pris beaucoup plus d'ampleur qu'auparavant. Entre 2006 et 2010, une grosse épidémie liée au sérotype 8 de la maladie a causé d'importantes pertes dans les élevages. On parlait à l'époque de la FCO 8. Heureusement, grâce à un programme de vaccination obligatoire, la fièvre catarrhale ovine avait été totalement éradiquée en 2010. Mais en 2023, la maladie est revenue avec une nouvelle souche, le sérotype 3. On parle désormais de FCO3. Partie des Pays-Bas, elle s'est rapidement propagée en Belgique, notamment à cause des moucherons vecteurs et des conditions climatiques qui leur étaient favorables. Pour comprendre les conséquences que cette maladie peut avoir sur les éleveurs et leurs animaux, je suis parti à la rencontre de Zoé. Elle est éleveuse de brebis et productrice de fromage sur la commune de Durbuy et elle a dû faire face à la maladie de la fièvre catarrhale en août dernier. Moi je m'appelle Zoé Brusselmans, j'ai 29 ans, j'ai lancé ici il y a 2 ans une exploitation de brebis laitières à Durbuy et plus exactement à Oumar. Alors là pour le moment j'en ai une 50aine et puis l'idée c'est d'en avoir 80 pour que la production de lait transformée en fromage devienne une activité professionnelle à temps plein et viable. Ouais, je fais une traite par jour, j'amène le lait à la fromagerie tous les jours, je le transforme en fromage et puis je le vends sur les marchés essentiellement, mais aussi à quelques revendeurs dans la région. J'essaie d'avoir une palette un peu variée de fromages de brebis, donc j'ai tous les fromages lactiques frais, affinés, très secs, de la tome, de la feta, de la ricotta, des camemberts, qu'est-ce que je faisais d'autre, des pâtes molles à croûte lavée aussi, j'essayais un peu. Puis donc ça c'était la version été, puis maintenant je suis en version hiver et donc là je suis passée sur des fromages de vache. J'achète du lait bio à mon voisin et là je propose toute une série de fromages au lait cru de vache aussi. En août dernier, Zoé s'est donc vite rendu compte que la maladie de la langue bleue avait affecté tout son troupeau. Avant de voir avec elle comment cette maladie a affecté son troupeau et les différentes conséquences que cela a engendré, parlons d'abord des symptômes que cette maladie présente. Ils ne viennent pas manger, les 8 autres viennent manger. On avait déjà un doute hier matin parce qu'ils ne sont pas venus manger. On a mis le thermomètre, ils avaient plus de 41 de température. Ils ont reçu tout de suite des anti-inflammatoires. Le soir, on est revenu hier soir, on a mis la température à tout le monde et 8 sur les 10 avaient plus de 40,5. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Normalement, la limite, on peut accepter jusqu'à 40 de température
température caniculaire. Alors déjà, pourquoi on l'appelle la maladie de la langue bleue? En fait, c'est assez simple. Quand des moutons sont gravement touchés par la maladie, la langue gonfle et devient légèrement bleutée. C'est dû à un manque d'oxygénation du sang. C'est un symptôme assez spectaculaire, mais qui n'est pas systématique. Tous les animaux atteints de la maladie ne présentent pas ces symptômes-là. En revanche, d'autres symptômes permettent d'indiquer que les moutons sont bien atteints de cette maladie. Je viens d'observer qu'il avait de la température, ça c'est le premier symptôme. Il a des écoulements nasaux, la langue qui commence à être légèrement bleutée. Et on remarque qu'il est prostré, c'est pas normal qu'il reste là comme ça. À la fin du mois de juillet, Zoé a rapidement vu les différents symptômes apparaître chez ses brebis. Rapidement, elle a compris que la fièvre catarrhale avait affecté l'ensemble de son troupeau. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire voir, baisse de la production de lait, mort de certaines de ses brebis et augmentation des frais vétérinaires. La maladie de la langue bleue, là, elle est arrivée cette année, en 2024. C'est vrai que je pense que certaines instances publiques en ont pas mal parlé, en fait, fin du printemps. Et puis, certains éleveurs ont été très vite informés, d'autres pas. Moi, en l'occurrence, j'étais pas très informée. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais finalement, j'ai entendu seulement parler de la maladie en juillet 2024. Et en fait, fin juillet 2024, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais mon premier cas dans le troupeau, quoi. Donc c'était à peu près en même temps que la plupart des éleveurs wallons, en fait, finalement. Et je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, c'était tous les signes cliniques d'une FCO et que c'était pas sur un seul animal, mais sur plusieurs. Puis voilà, là, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit que c'était la cata, quoi, parce que c'était trop tard, en fait. Dans un premier temps, la priorité était de soigner les animaux malades. Les éleveurs et les vétérinaires ont dû agir rapidement, car la fièvre catarrhale peut évoluer très vite et entraîner la mort en quelques jours si elle n'est pas prise en charge rapidement. Oui, ça va vite. Ouais. Et il y a des mortalités ultra rapides, quoi. Par contre, si l'animal tient le coup 4-5 jours, il y a beaucoup de chances qu'il s'en sorte. Un anti-inflammatoire pour faire descendre la fièvre et une couverture antibiotique. Et ça, on va renouveler ça pendant 3 jours. Alors, une fois qu'ils sont malades, on ne sait plus faire que du curatif, entre guillemets, et entre gros guillemets, parce qu'en fait, il n'y a pas de moyen de soigner vraiment complètement la maladie, quoi. Il faut juste venir alléger le plus possible les symptômes de la maladie pour que l'animal soit dans le plus de confort possible. Et donc, on va venir essayer de faire diminuer sa température, essayer de faire se réparer rapidement les lésions buccales, etc., quoi. En fait, comme c'est que ma deuxième année, j'étais pas encore prête à savoir réagir par rapport à des cas de maladies comme ça aussi sévères et aussi variés aussi, en fait. Ouais. Et donc dès le début, on est en contact avec les vétos et on a beaucoup discuté ensemble. Après, les vétérinaires clairement étaient aussi perdus que les éleveurs, quoi. Là. C'est vrai. Ouais. C'est une maladie qui est complètement nouvelle sur le territoire belge, le territoire wallon, là en 2024. Qui est très jeune aussi, point de vue européen, parce qu'elle était seulement présente aux Pays-Bas en 2023. Donc il y a très peu de recul. Et donc oui, en fait, simplement, les vétérinaires n'étaient pas formés, enfin pas préparés en fait, surtout. Formés oui, mais pas préparés à l'arrivée de la maladie et du coup à une réaction rapide, quoi. Ouais. Alors au début, c'était 3-4 et puis en fait, en 2 semaines, tout le troupeau était malade, quoi. Et donc effectivement, on fait des lots, je les triais en me disant celle-là elle va un peu mieux, celle-là elle va moins bien. Et donc en essayant d'apporter le plus de soins quotidiens aux brebis les moins bien. Au final, tous les animaux sont tombés malades. Donc ils ont tous exprimé les symptômes. Après, au moins ils ont tous fait potentiellement une immunité naturelle face au virus. Et j'espère qu'il tiendra jusqu'à l'année prochaine. Dans un deuxième temps, après avoir fait tout leur possible pour soigner les animaux malades, les éleveurs ont dû se tourner vers la vaccination. C'était la seule solution possible pour essayer de freiner la propagation de l'épidémie et protéger les troupeaux restants. Je recommande fortement la vaccination. La seule façon de lutter contre les virus, c'est le vaccin. Le vaccin est préventif, les traitements anti-inflammatoires sont curatifs. Que ce soit pour les bovins ou pour les moutons, la vaccination est le seul moyen préventif de lutter contre cette maladie. Et comme pour le Covid-19 chez les humains, la vaccination des animaux soulève aussi des questions tant politiques qu'économiques. Le principal débat, qui va payer le coût de la vaccination? Un sujet sensible qu'on abordera un peu plus tard. En attendant, comme les vaccins ne permettent pas de guérir les animaux du jour au lendemain, les éleveurs ont dû faire face à 2 grandes conséquences.
Ici, j'ai 20% de lactation en moins. En temps normal, en été, quand on cherche le lait tous les 2 jours, il cherche autour de 3500 litres pour les 80 vaches que je traite et on est tombé jusqu'à 2500 litres. Fin juillet, juste avant la fièvre, juste avant que la FCO n'arrive, j'étais à 35 litres par jour. Et puis, allez, mi-août, j'avais 5 litres par jour. Donc voilà, pour toute une série de raisons, parce que certaines brebis qui étaient très malades ont arrêté de produire totalement. Puis en fait, en guérissant, certaines ont recommencé. Mais certaines qui recommençaient avaient été traitées avec des antibiotiques sur conseil vétérinaire. Et donc ce lait-là, il était impropre à la consommation, donc à jeter, quoi. Et donc c'est vrai que pendant tout le mois d'août, finalement, j'ai continué à transformer 5 litres de lait par jour. Puis en septembre, ça a pu recommencer, parce que là, les antibiotiques ont été évacués. Et la lactation a un peu repris, mais je n'ai pas retrouvé la quantité initiale, quoi. Ouais. Différentes expressions, notamment des avortements, des vélages prématurés. Les veaux qui naissent prématurément vivants, eh bien, on n'est pas sûr qu'ils vont survivre car ils présentent des problèmes respiratoires. Dans mon cas, je viens d'avoir 9 bêtes qui viennent d'avorter. Donc, ce sont des veaux qui naissent morts-nés, qui viennent avant terme, qui naissent entre 5 mois de gestation et 7-8 mois de gestation. Et je viens d'en avoir 9 sur 6 semaines, ils sont tous morts. Comme ils sont nés avant terme, on les fait boire plusieurs fois par jour avec des petites quantités pour ne pas non plus les bourrer de trop. Sinon, ils ont des problèmes de digestion. Donc, on est là à leur chevet 24 heures sur 24. Évidemment que c'est du stress, c'est beaucoup de stress. Mais bon, on essaye de le gérer et de prendre ça avec du sang-froid. Les conséquences de la fièvre catarrhale se font durement sentir dans les élevages, mais elles ne sont pas les mêmes pour tous. Chez les éleveurs laitiers, l'impact est direct. Leurs animaux produisent moins de lait, ce qui affecte immédiatement leur rentabilité. Pour les éleveurs viandeux, par contre, les conséquences sont plus indirectes, mais tout aussi préoccupantes. La maladie entraîne des avortements, des naissances prématurées, de retards de croissance et des frais vétérinaires en hausse. En résumé, c'est toute la saison des vélages qui se complique. Ces pertes, tant la diminution de lait que la mort de leurs animaux, provoquent des conséquences financières assez importantes pour les éleveurs. Donc voilà, sur une moyenne de 30 litres, 20%, une moyenne de 30 litres, et on est payé à 43 € les 100 litres à la laiterie. Il faut faire le calcul, quoi. Quand il manque 1000 litres tous les 2 jours, c'est quand même énorme. Dans une ferme, quand on a 20, 30, 40% de vélage en moins, donc c'est des bêtes en moins qui vont naître cette année et qui ne seront pas à vente l'année prochaine. Donc l'année prochaine, ça va être très grave dans les exploitations. Si on veut chiffrer vite fait, on est quand même à 8600 € de perte par mois. Rien qu'en production de lait, donc sans côté médicaments, la perte des bovins et tout ce qui va avec. Donc on est en train de puiser dans les trésoreries de la ferme et que j'ai peur que si on se retape la même pandémie, il n'y a plus de trésorerie pour puiser dedans. Au-delà des impacts sur la santé des animaux, la fièvre catarrhale a également un coût énorme pour les éleveurs. Entre la baisse de la production, les pertes d'animaux, les frais vétérinaires et les difficultés liées aux naissances, les finances des exploitations sont mises à rude épreuve. Pour beaucoup, ces pertes s'ajoutent à une situation déjà très fragile et qui rend la survie de leur activité encore plus incertaine. Il y a eu les conséquences directes, donc là pendant le mois d'août où il y a eu une baisse de lactation, la perte de brebis qui en mouraient, quoi. Des amaigrissements très forts, donc après il faut rattraper les animaux, c'est pas sûr qu'ils reviennent en fertilité, qu'ils seront qui seront gestants l'année suivante. Mais là, les effets plutôt indirects, à moyen et long terme, en tout cas très clairement là sur la période de reproduction, c'était que les béliers étaient pour la plupart stériles. Il y en a beaucoup qui en septembre étaient encore stériles. Et moi, je les ai fait tester les 3 miens en octobre. J'en avais 1 sur 3 qui était fertile. Donc clairement, là, normalement, mes mises bas sont prévues pour fin janvier d'habitude. Là, cette année, ce sera début mars. Donc voilà, c'est un peu retardé, quoi. Et donc ça vient allonger encore la période où j'ai pas de lait. Il y a ça, puis il y a toutes les brebis qui ne reviennent pas forcément en chaleur parce qu'elles ont fort perdu en état corporel. Elles ont été pas bien pendant une longue période. Et puis là, il y a maintenant toutes les brebis qui sont gestantes et on ne sait pas trop comment ça va se passer, quoi. Est-ce qu'elles vont avorter? Est-ce qu'elles vont mettre bas des agneaux morts-nés? Est-ce qu'elles vont mettre bas des agneaux mais qui ne sont pas en très bon état et qui vont mourir après 48 heures? Ça, c'est toutes des choses qui sont déjà observées là maintenant sur des troupeaux qui ont des mises bas maintenant ou qui devaient avoir des mises bas maintenant. Donc on sait que ça a été très impactant pendant le mois d'août, mais on sait aussi que ça va durer encore pendant plusieurs mois et qu'en fait la FCO, on ne s'en défera pas avant 2-3 ans, quoi, ça c'est sûr. Donc
avec l'observation de crises similaires, de crises virales similaires, on sait que c'est à peu près le temps qu'il faudra. Ouais. Du côté de la région, Madame Dalk a fait un geste. On a reçu hier les documents à devoir rendre pour le 31 octobre, donc le délai est relativement court, mais bon, on va y arriver, hein, tous ensemble, on va y arriver, on y est toujours arrivé. Mais donc on aura une petite aide dans le courant du mois de décembre, ça va être une béquille, quelque chose de tout petit, mais elle l'avait prévenue parce qu'elle partait en enveloppe fermée. Pour soutenir les éleveurs touchés, la ministre wallonne de l'Agriculture, Anne-Catherine Dalk, qui avant d'être ministre était elle-même éleveuse, a proposé un plan d'aide de 17 millions d'euros. Ce plan inclut une indemnisation spécifique par animal décédé. L'aide est néanmoins plafonnée à 15 000 euros par exploitation pour respecter les limites d'aide autorisées. Ah mais je sais pas, je sais pas si je les ai déjà reçus, je crois pas, mais je pourrais me tromper, j'ai pas vérifié. En tout cas, on les a déjà demandés, ça c'était introduit vers la mi-octobre, non début octobre. Et en gros, pour te donner une idée, moi sur le mois d'août, j'ai perdu 8 000 euros en frais vétérinaires et en perte de lait que j'ai dû jeter ou que juste les brebis ne produisaient plus. Voilà, par rapport à mon chiffre d'affaires, c'est quand même un gros montant. Et là, pour moi, les aides, elles représentent 1 300 euros. Donc ça compense une petite partie, mais pas beaucoup. En fait, ça compense même pas les frais vétérinaires que j'ai eu sur le mois d'août, en gros. Finalement, en réaction à la FCO et aux mobilisations qui ont été faites par rapport à la FCO, le cabinet de l'agriculture wallon, régional, a finalement assez vite réagi et assez bien, puisque finalement la ministre Dalk a quand même développé une enveloppe de 17 millions pour soutenir le secteur ovin-bovin par rapport à la FCO. Ça a été débloqué rapidement et ça, on peut quand même le saluer, quoi. C'est vrai que ça a vraiment répondu aux attentes du secteur. Alors pas entièrement, mais en grande partie. En fait, le souci, ce n'est pas vraiment le montant de l'aide financière que la région propose, mais plutôt le coût de la vaccination. Les éleveurs sont surtout préoccupés par le prix de ces vaccins, car c'est une dépense supplémentaire qu'ils ne sont pas forcément prêts à assumer. Pour l'année prochaine, on aimerait des vaccins. Ici en hiver, vacciner tout le cheptel pour ne plus avoir le problème l'année prochaine. Sinon, ça, ce serait vraiment une vraie catastrophe. Face à la situation, le ministre de l'Agriculture, ministre fédéral, donc David Clarinval, a pris sa décision. Les éleveurs devront obligatoirement vacciner la bête contre la maladie dès l'an prochain. La vaccination obligatoire, oui, parce que ça va pouvoir augmenter l'immunité de nos troupeaux et on va pouvoir vraiment essayer ensemble de combattre cette maladie. Dans un premier temps, de mai à septembre 2024, la vaccination était vivement conseillée par l'AFSCA et par le ministre de l'Agriculture fédéral, David Clarinval. Mais face à la propagation de la maladie et les conséquences importantes qu'elle provoquait, le ministre a décidé de rendre la vaccination obligatoire à l'horizon 2025 pour les cheptels bovins et ovins. L'ensemble des éleveurs est favorable à cette vaccination obligatoire, mais déjà très inquiets face aux conséquences financières que la maladie provoque sur leur production, ils se sont posé la question de savoir qui allait supporter le coût de cette vaccination. Réponse du ministre fédéral, les éleveurs eux-mêmes. Cela a provoqué de vives réactions. Le coût des vaccins restera à charge des éleveurs. Les éleveurs belges refusent, eux, de payer les factures de vaccination contre la fièvre catarrhale. Ils ne nient pas l'efficacité de la démarche, mais ils estiment que la vaccination obligatoire pour tous les bovins et tous les ovins, c'est un peu excessif. Et puisque c'est le gouvernement qui impose la chose, les agriculteurs estiment que c'est aux autorités de payer. On aurait franchement aimé un petit coup de pouce financier pour pouvoir nous aider à subir encore cette crise au mieux. Moi, si je vaccine les bêtes, ça représente un chiffre autour des 8 000 euros. Mais ici, il faut se rendre compte qu'on traite du lait à 46 cents. Enfin, à un moment donné, vous imaginez le nombre de litres de lait qui vont passer juste pour la vaccination, alors qu'on n'a déjà pas assez au niveau de toutes les factures qui arrivent. L'obligation vaccinale, elle concerne le sérotype. Pour les vaches, elle concerne la FCO3, la FCO8 et la MHE. Pour les moutons, la FCO3 et la FCO8. Donc ça veut dire que pour un mouton qui n'a jamais été vacciné, qui n'a jamais fait la maladie, il faut une primo-vaccination qui coûte chaque fois 2 doses de chaque vaccin, fois 2 s'il y a 2 vaccins. Donc là, en l'occurrence, si c'est la FCO3, la FCO8, ça fait 8 euros par mouton. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'animaux, mais il y a des fermes où il y en a 1500, et c'est vrai que c'est vite des gros coûts, quoi.
Alors je pense que c'est pas que ça qui va affecter la viabilité de ma ferme, mais c'est juste un surcoût qu'on rajoute encore à des frais alors qu'on aurait peut-être pu l'éviter. J'avoue que j'ai pas fait le calcul moi personnellement, je sais qu'une dose c'est 4 € pour un mouton, pour une vache c'est 8. C'est tous des vaccins différents et c'est des vaccins qui sont pas multivalents, donc il faut faire des piqûres, il faut chaque fois faire une piqûre. Je peux comprendre l'obligation vaccinale dans un contexte de gestion d'une crise sanitaire, mais je peux pas comprendre la décision d'une obligation vaccinale sans prise en charge par des autorités fédérales, en l'occurrence, du coût du vaccin. Parce que là, on essaye de gérer une crise sanitaire, en fait, mais sans prendre en compte la viabilité économique des fermes, qui déjà ont été fort touchées, qui maintenant vont devoir allonger une grosse somme d'un coup pour traiter parfois des animaux pour lesquels ce n'est pas nécessaire. Alors, le protocole vaccinal n'a pas encore été établi, et donc on ne connaît pas encore les modalités de vaccination obligatoire. Mais voilà, c'est un peu une déclaration forte qui va, en tout cas, à contresens de ce que les fédérations, les syndicats d'agriculteurs avaient demandé en amont. Donc on a le droit, si on a un protocole bien défini, c'est-à-dire une guidance vétérinaire, un accord avec lui, de pouvoir le vacciner nous-mêmes. Donc on ne devra déjà pas payer l'acte du vétérinaire. Mais de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on ne sait déjà même pas comment on va pouvoir vacciner. Les protocoles ne sont pas encore reçus, donc c'est Sciences & No qui doit nous les éditer. Et tout ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que nous pourrons vacciner nous-mêmes et qu'on devra suivre la notice du médicament simplement. Afin de réduire le coût de la vaccination, le ministre permet néanmoins aux éleveurs de pratiquer la vaccination eux-mêmes, à condition de respecter un certain protocole. Comme Zoé l'a expliqué, plusieurs doses seront nécessaires pour lutter efficacement contre la propagation de la maladie. Il y a une guidance vétérinaire qui peut permettre des actes normalement vétérinaires aux éleveurs. Les éleveurs peuvent avoir l'autorisation de faire eux-mêmes ces actes vétérinaires, et c'est en discussion pour savoir si là ce sera le cas ou pas. Parce qu'effectivement, si en plus c'est le vétérinaire qui doit venir faire les vaccins, en fait il est payé à l'heure, le vétérinaire. Donc c'est un coût supplémentaire et le vétérinaire c'est quand même... Voilà, c'est un certain coût, En soi, faire une piqûre, c'est pas très compliqué. Maintenant, on a de l'entraînement, donc je pense que je devrais y arriver. Le protocole sanitaire doit donc encore être détaillé et sera communiqué prochainement aux éleveurs. Mais comment appliquer l'obligation vaccinale quand les vaccins ne sont pas disponibles? Effectivement, à l'heure actuelle, les vaccins ne sont pas trouvables ou seulement en quantité insuffisante. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin disponible. Que ce soit chez nous ou même si on va aller chercher en France ou en Hollande, le vaccin n'est physiquement pas disponible chez les vétérinaires ou chez les répartiteurs. Donc, comment vacciner si le vaccin n'est pas là? C'est vrai qu'il y a une obligation vaccinale pour 3 vaccins. Alors la MHE, là, je pense que l'autorisation de mise sur le marché vient d'être octroyée. Donc là, on va pouvoir bientôt se le procurer. La FCO3, pour le moment, le seul qui est en stock, c'est le vaccin qui est réputé le moins efficace. En fait, c'est des vaccins qui ont été faits dans l'urgence. Ils ont été faits en 7 mois aux Pays-Bas sur des souches qui ont été prélevées aux Pays-Bas en 2023. Les fermes n'ont aucun recul sur leur efficacité et il n'y a aucune étude qui peut montrer maintenant une couverture vaccinale sur 1 an, par exemple, puisqu'il n'y a pas encore 1 an qui a couru depuis la disponibilité du vaccin. Donc effectivement, ça peut paraître un peu absurde, mais on oblige de vacciner avec un médicament dont on ne connaît absolument pas l'efficacité de manière scientifique, Et alors pour la FCO8, c'est vrai qu'il y a une obligation vaccinale et le vaccin est introuvable. Donc c'est un vieux vaccin finalement, puisque la FCO8, il y a déjà eu des épidémies par le passé. Moi là, ça fait depuis fin août que je demande à mes vétos d'avoir ce vaccin et j'ai toujours pas pu avoir une seule dose. Mais la fièvre catarrhale, ce n'est pas juste un problème pour les éleveurs. C'est toute une chaîne qui est impactée et au bout de cette chaîne, le consommateur. Les producteurs aimeraient ne pas devoir augmenter le prix de leurs produits, mais ils seront peut-être obligés à un moment donné de devoir le faire. On ne va pas le répercuter dans un premier temps. Après, si la hausse persiste dans le temps parce que la production est impactée fortement et de manière durable, effectivement, on sera obligé de répercuter ça dans le prix de nos fromages et ce sera probablement pour 2025. Le lait, c'est un marché de l'offre et la demande et donc nos acheteurs sont vers la fin de l'année, donc normalement le beurre a toujours tendance à monter et donc forcément, vu que les collectes sont moins dynamiques, nous avons moins de lait et nous aurons moins de beurre à mettre sur le marché, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de demande dans le beurre aujourd'hui qui tend à monter, oui. Ça va impacter le croissant, le pain au chocolat, ça va impacter le secteur tout entier, évidemment, oui.
parce que ce n'est pas le but de nous, agriculteurs, de répercuter ça pour le consommateur, mais ça va encore rentrer dans nos charges supplémentaires. Les trésoreries des exploitations sont au jour d'aujourd'hui déjà très précaires et on ne sait pas comment est-ce qu'on va réussir à payer encore plus. Et puis il y a ces histoires comme celle de Zoé qui a dû complètement s'adapter pour survivre. Habituellement, elle produit du fromage avec le lait de ses brebis, mais à cause de la maladie, elle a dû complètement changer son mode de production. Aujourd'hui, elle utilise le lait de vache de son voisin pour continuer à faire tourner sa ferme. Une belle preuve de résilience, mais qui montre aussi à quel point les éleveurs doivent parfois se réinventer pour faire face à ces crises. En voyant qu'effectivement, je n'allais pas pouvoir faire mon stock de fromage pour l'hiver comme c'était prévu, et en voyant que finalement, j'avais moins de travail en fromagerie aussi sur la fin de l'année, là, je me suis dit que je n'allais pas me tourner les pouces pendant 6 mois et que de toute façon, pour continuer à avoir cette activité, une des possibilités, c'était d'acheter du lait ailleurs. Et en l'occurrence, là, j'ai un voisin qui travaille très bien en vache laitière, en bio. Et donc, voilà, c'est très pratique. Je vais chercher le lait chaud chez lui au moment de la traite le matin. Je le transforme. Et ça, effectivement, j'ai commencé vers la mi-septembre, quelque part par là. Alors là, moi, j'achète 3 fois par semaine 80 litres de lait. Donc, voilà, c'est vite des grandes quantités. Après, c'est un rendement fromager qui est moins bon que le lait de brebis. Comme c'est la basse saison aussi, finalement, l'un dans l'autre, en tout cas, j'atteins un niveau suffisant de fromage là. Ouais. En résumé, la fièvre catarrhale, ce n'est pas juste une maladie qui touche nos élevages. C'est un enjeu économique, sanitaire et même politique qui impacte toute une filière, de l'éleveur au consommateur. Pour nos agriculteurs déjà en difficulté, c'est un défi de plus à relever avec des conséquences financières et humaines importantes. Cette crise nous rappelle aussi à quel point nos choix, comme soutenir les producteurs locaux ou à adapter nos pratiques agricoles, peuvent faire la différence. Alors la prochaine fois que vous achetez du fromage ou de la viande, pensez à tout ce qu'il y a derrière, des animaux, des éleveurs et un combat quotidien pour préserver ce qui fait la richesse de nos campagnes. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux citoyens plus qu'aux consommateurs, c'est que les réalités agricoles sont plurielles et les discours agricoles sont pluriels aussi. Et je pense que dans les médias, le message largement diffusé et largement reçu est souvent beaucoup trop simplifié. Et en fait, on ne demande pas juste plus de normes écologiques, plus de paperasse administrative. En fait, ça va bien au-delà et il y a vraiment beaucoup de personnes qui réfléchissent et qui essayent d'avoir un discours construit et d'être constructifs par rapport à des possibilités d'évolution de l'agriculture. Et moi, c'est ça que j'aurais envie de dire aux citoyens, c'est en fait l'agriculture essaye de porter sa voix. Elle est plus ou moins entendue, mais de manière beaucoup trop simple et il faut être plus à l'écoute de toute cette diversité de propositions qui sont faites.